Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bonjour à ma dulcinée, mes enfants, mon arc-en-ciel. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur l'épisode précédent où nous avions remarqué qu'il y avait un petit oubli dans un des reportages proposés par l'émission Automoto, épisode 26, saison 48, diffusée sur TF1 le 5 mars 2023. Nous avions répondu rapidement puisque nous l'avons regardé en replay et nous avons répondu le plus rapidement possible pour essayer de rétablir cette absence d'information. Ce qui ne veut pas dire qu'Automoto n'est pas une émission intéressante. Je la regarde, donc voilà. Le seul problème, c'est que l'avoir regardé en replay ne m'a pas permis de pouvoir développer un peu plus le sujet et préciser les manquements qu'il y a eu sur les thèmes abordés. Je ne reviendrai pas sur la 2 chevaux Sahara, qui est effectivement un petit peu exotique, mais je veux bien m'étendre un tout petit peu plus sur et la Samsung Compound, mais aussi les autres voitures qui ont été fabriquées après, avec des carrosseries tout aluminium. Je vais parler de celles qui ont été le plus produites. Je vais laisser de côté le tige Grégoire, qui a été produite qu'à quelques exemplaires, après le petit conflit qu'il y a eu entre l'Allemagne et ses voisins. Et je reviendrai essentiellement sur la partie qui nous intéresse d'un constructeur qui a vendu plusieurs milliers de voitures, tout aluminium. Petit rappel, la Samsung Compound a été fabriquée donc fin 1937 et commercialisée jusqu'en 1942, à 830 exemplaires à peu près. Donc, l'étude a été confiée à un certain Jean-Albert Grégoire, qui avait quelques petits principes. Il aimait la traction, donc, et il aimait aussi l'aluminium. Voilà. Donc, ce monsieur a étudié à la demande d'Otkish cette petite Amilcar, qui devait représenter Amilcar les voitures d'entrée de gamme du groupe Otkish Amilcar. Elle est née quand même dans une période un petit peu délicate, juste après 36 et le Front populaire, voilà, et avant 39. Et là, effectivement, il y a eu un petit conflit de voisinage, un différend a priori entre l'Allemagne et les pays limitrophes à cette dernière. Il y avait un petit moustachu qui n'était pas très content. Il voulait très certainement développer son agriculture de pommes de terre autour de chez lui. Et donc il a un peu envahi les pays limitrophes. Voilà. Ce qui fait que cette petite Amilcar Compound n'est pas née dans les meilleures conditions. Toujours est-il qu'elle avait quand même une esthétique plutôt agréable, elle était plutôt moderne dans plein de concepts, l'aluminium, la traction, comme je l'ai dit. Son seul souci était ce moteur culbuté qui venait d'Angleterre, de la Hillman Minx. Et donc, sur les derniers modèles qui sont fait qu'à une petite dizaine d'exemplaires, on mettra un 1300 cm3 au lieu du 1100 avec un arbre à cam en tête, mais c'est bien trop tard. Voilà, ça c'était pour la petite histoire de rappel de l'Amilcar. Mais on va revenir
un petit peu plus en avant maintenant, plus proche de nous, après le petit différend de l'Allemagne nazie et de ses voisins. Après ce petit conflit de voisinage, qui aura tout de même fait plusieurs millions de morts, inutile, et laissé un outil industriel détruit avec des murs en piteux état et parfois quelques morceaux de toiture encore présents, il est vrai que notre outil industriel a quelque peu morflé pendant ce petit différend entre voisins. Bah oui, il a été au moins bombardé par 2 fois. Une première fois lorsque les Allemands sont arrivés chez nous pour prendre un peu de terrain, et une deuxième fois par les Alliés qui, eux, ont voulu reprendre ce même terrain et nous le redonner. Donc forcément, les dégâts sont immenses et il n'y a pas d'autre solution que de regrouper les industriels de façon à pouvoir produire un minima. La reconstruction du secteur automobile va devoir composer avec le plan quinquennal Ponce, du nom de son géniteur. Je vais vous le faire bref et concis. Le principe est simple. Les constructeurs auront obligation de s'organiser autour de 7 grands pôles. Renault, Peugeot, Citroën, Panhard, Berlier, Ford SF et Simca, afin de regrouper nos 28 constructeurs automobiles et 22 constructeurs de véhicules utilitaires et poids lourds autour d'un ou plusieurs projets communs, notamment pour la production d'utilitaires et de poids lourds. Renault et Citroën sont assez grands pour encore produire seuls. Mais les autres vont se regrouper autour de leur pôle d'activité avec des constructeurs plus petits. Peugeot va s'allier avec Chenard et Walker, Haute-Quiche, Latil et Seraire. Berlier, lui, regroupera Isobloc et Rocher-Schneider. Simca prend la tête de la Générale française automobile, incluant Delage, Delahaye, Unique, Bernard et Lafly. Tandis que Panhard organise l'Union française automobile avec Saumur, Willem. Enfin, Ford SF s'associe avec Matisse entre autres. Ces groupements ne sont pas des unions capitalistiques, mais bien des pôles de compétences auxquels sont assignés des missions et des objectifs par ce plan Ponce à partir de 1946, essentiellement pour la production d'utilitaires et de poids lourds. Mais ce plan quinquennal Ponce va encore plus loin dans le domaine de la voiture particulière, puisqu'il va assigner à chaque constructeur un ou deux créneaux commerciaux très spécifiques. Simca et Renault pour créer les voitures populaires. Simca devra donc reconduire sa Simca 5 et sa Simca 8, qui ne sont que des voitures Fiat fabriquées sous licence. Il lui tarde de changer sa Simca 8.
D'ailleurs, comme d'autres constructeurs, il outrepassera ce plan. Hein. Simca fera tout pour ne pas être cantonné aux petites voitures populaires, préférant s'insérer en milieu de gamme, et ce sera le Simca 9. Il préfère être en concurrence avec Peugeot qu'avec Renault, visiblement. Renault, devenu régie nationale depuis que Louis fut jeté aux oubliettes, du moins en prison, suite à des soupçons de collaboration, lieu où il coulera et finira ses jours, pas très heureux. La régie Renault aura donc à charge de construire des voitures populaires, accessibles au plus grand nombre, en plus de reconduire la Jova 4 essentiellement en utilitaire. Il sera fabriqué la toute nouvelle 4 chevaux, quelque peu pompée sur la coccinelle Volkswagen. Tiens non, Peugeot devra construire la voiture moyenne. En plus de proposer sa 6 chevaux 202, il passera très rapidement à la 203, à l'esthétique plus moderne, certes, mais façon américaine, à la sauce française. Il en sera très heureux puisqu'il aura très peu de concurrents tant que Simca ne viendra pas marcher sur ses plates-bandes. Quant à Citroën, il donnera dans le haut de gamme, avec ses tractions 11 et 15 chevaux. Bon, malgré l'incitation étatique, ce plan ne se passera pas comme prévu. Renault rêve d'un haut de gamme pour concurrencer la traction de Citroën. Ce sera la frégate au style US, mais au gabarit Frenchy. A l'inverse, Citroën souhaite ardemment produire un véhicule populaire, véhicule qui était déjà dans sa besace avant le conflit. Cette 2 chevaux, qui sera un carton plein, avait été construite à 250 exemplaires avant la guerre. Elle sera modernisée, ne serait-ce qu'en rajoutant un phare et en adoucissant encore un peu ses formes. Elle changera même son moteur de 375 cm3 refroidi par eau par un à refroidissement par air. N'allons pas trop vite en besogne. Et revenons à nos agneaux. Nos moutons à nos moutons. Par est exclu de ce plan de voiture particulière. Alors, Par va décider une chose, c'est aller toquer à la porte de nos dirigeants et essayer d'obtenir gain de cause. Gentiment peut-être. Enfin, que s'est-il passé dans le bureau? Ont-ils tapé du poing, vociféré, insulté, en disant « je suis le 5e constructeur national, comment se fait-il que l'on ne me donne pas le droit de fabriquer moi aussi une voiture ?» Ou au contraire, sont-ils allés tout simplement pleurant, s'agenouillant, prétextant qu'ils ont des familles complètes à nourrir avec femmes, enfants ou maris, bien sûr s'il y a des femmes qui travaillent aussi dans l'usine, et qu'ils ont des chats, des chiens à nourrir, ainsi que des colibris et des poissons rouges. Toujours est-il que Panhard est réintégré, et il devra lui aussi fabriquer une voiture populaire. Ils avaient déplacé pendant la guerre leur bureau d'études à Tarbes et ils avaient étudié la VP2, qui ne sera qu'un projet, mais un projet qui est déjà bien avancé. De son côté, Jean-Albert Grégoire, tiens, le nom me dit quelque chose, il me semble qu'il a travaillé sur la Samsung Compound, me semble. Et cette somme-là est avec le groupement des aluminiums français, AFG, Aluminium Français Grégoire. Lui, il a un projet qui est déjà sur roue. Il roule. C'est une petite 2 portes, moteur avant, traction. Eh bien, on va prendre un checker. On va essayer d'associer et Jean-Albert Grégoire et les aluminiums français et Panhard. Et il en sortira la Dyna X, une petite voiture qui va concurrencer la 4 chevaux. Elle est toute différente de la 4 chevaux. La 4 chevaux est une toute à l'arrière, moteur arrière, propulsion. La Dyna, au contraire, est une toute à l'avant. Moteur à l'avant, bicylindre à plat refroidi par air de 610 cm3
à la naissance, qui passera à 745 puis 851 cm3. Et le plus important, ce pourquoi j'ai lancé ce sujet, c'est qu'elle est toute en aluminium. Et il en sera produit plus de 47 000 exemplaires. Tout de même, bien avant une certaine Honda NSX. Elle sera produite de 1947 à 1953, fin 53, et elle sera remplacée par la Dyna Z. Dyna Z qui, elle, monte en gamme et va se retrouver face à la Simca 9 qui vient de sortir et à la Peugeot 403 qui va arriver. Elle sera, elle aussi, tout en aluminium, du moins en 1954 et 1955. Car à partir de 1956, la concurrence des deux voitures précitées et l'inflation sur la tôle d'aluminium incitera Panhard à faire toute sa coque, à partir du mois de mars 56, en acier. Il ne restera plus que les ouvrants en aluminium. Et à partir de 1957, eh ben, les parts deviendront, toutes les parts deviendront tout acier. Eh oui, la flambée des prix, encore et toujours, qui est le nerf de la guerre. Après de telles révélations, aussi fracassantes qu'explosives, au revoir et à bientôt j'espère.